Premier chapitre du thème 4, transmission de la vie, et 11e chapitre de l'année, anatomie des appareils reproducteurs, gamétogénèse et fécondation. Les appareils reproducteurs sont composés d'organes chargés de générer les cellules reproductrices et d'autres organes chargés de faciliter la rencontre entre les gamètes pour permettre la fécondation et la gestation. Problématique. Quel est le rôle des glandes génitales? Comment sont organisés les appareils reproducteurs? Comment se passe la gamétogénèse et comment se déroule la fécondation? Grand 1. Anatomie des appareils reproducteurs. Que ce soit chez l'homme ou chez la femme, on va distinguer trois ensembles de structures biologiques qui vont former l'appareil reproducteur. On aura tout d'abord les gonades, testicules chez l'homme et ovaires chez la femme. Ce sont des glandes mixtes, c'est-à-dire qu'elles produisent des gamètes et également des hormones sexuelles. On a ensuite les voies génitales, elles sont internes et permettent de conduire les gamètes. Et enfin, on a les glandes annexes. Elles sécrètent des substances aidant à la survie des gamètes ou facilitant la lubrification du vagin. Petit 1. Appareil reproducteur masculin. Il comprend une partie externe et une partie interne. La partie externe est composée du pénis et des testicules. La partie interne est composée des voies génitales et des glandes annexes. Le pénis, aussi appelé verge, est composé de corps caverneux et de corps spongieux. Ce sont des corps érectiles permettant au pénis d'entrer en érection lorsqu'ils se remplissent de sang. La partie terminale du pénis est renflée. Elle est appelée le gland. Les gonades ou testicules sont contenus dans le scrotum, qui est entouré par le crémaster. Le crémaster est un muscle qui permet aux testicules de remonter lorsqu'il fait froid et de descendre lorsqu'il fait chaud. Ce comportement permet aux testicules d'être maintenus à une température de 35 degrés qui permet la spermatogénèse. Les testicules sont des glandes mixtes. Ils permettent de réaliser la spermatogénèse au sein des tubes séminifères et de synthétiser la testostérone à l'extérieur des tubes séminifères. La testostérone est produite par les cellules de Leydig. Les voies génitales, elles sont composées des deux épididymes, qui sont des canaux enroulés sur eux-mêmes et qui conduisent les spermatozoïdes des testicules jusqu'aux canaux déférents. C'est au sein de l'épididyme que les spermatozoïdes acquièrent leur mobilité. On a ensuite les deux canaux déférents. Ils reçoivent la sécrétion de la vésicule séminale et jouent un rôle de stockage des spermatozoïdes. Ils se déversent dans l'urètre. L'urètre, quant à lui, est un canal qui traverse la prostate et qui est commun à l'urine et au sperme. Pour terminer, les glandes annexes. Ce sont les deux vésicules séminales qui sécrètent le liquide qui va nourrir les spermatozoïdes. La prostate et les glandes de Cooper sécrètent un liquide alcalin qui permet aux spermatozoïdes d'être protégés contre l'acidité du vagin. Petit 2. L'appareil reproducteur féminin. L'appareil reproducteur féminin comprend les organes génitaux externes, qu'on appelle également la vulve, et les organes génitaux internes, les gonades et les voies génitales. Commençons par la vulve. La vulve comprend les deux grandes lèvres qui sont épaisses, adipeuses et qui protègent la région génitale. Les petites lèvres, elles sont plus fines et se rejoignent au niveau du clitoris. Le clitoris, qui est un organe érectile, est extrêmement innervé ainsi que très sensible. L'orifice urinaire et l'orifice génital qui s'ouvre sur le vagin. Il est partiellement obstrué par l'hymen qui se déchire lors du premier rapport sexuel. Étudions maintenant les voies génitales. Elles se composent du vagin, c'est l'organe de l'accouplement, il débouche sur le col de l'utérus. De l'utérus, il a la forme d'une poire renversée, il s'ouvre dans sa partie inférieure sur le vagin par l'intermédiaire du col de l'utérus.
et il s'ouvre sur sa partie supérieure sur les trompes de Fallope. La paroi de l'utérus est composée du myomètre, qui est une structure lisse et musculeuse, et de l'endomètre, qui est une couche très vascularisée. Enfin, on retrouve dans les voies génitales les trompes de Fallope, qu'on appelle également oviductes, qui ont pour rôle de conduire les spermatozoïdes et les ovocytes jusqu'à l'ampoule où aura lieu la fécondation. On va terminer par l'étude des gonades. Ce sont les ovaires, ce sont des glandes mixtes qui assurent à la fois la synthèse d'ovocytes et d'hormones sexuelles. Les deux hormones sexuelles chez la femme étant les œstrogènes et la progestérone. Grand 2, la gamétogénèse. Petit 1, la spermatogénèse. La spermatogénèse correspond à un ensemble de deux étapes, la spermacytogénèse et la spermiogénèse. Ces deux étapes aboutissent à la formation de spermatozoïdes. La spermatogénèse se déroule de manière continue et centripète au sein de la paroi des tubes séminifères. Elle débute à la puberté et s'arrête à la mort. Petit a, la spermatocytogénèse. La spermacytogénèse, c'est la formation de spermatides à partir de cellules souches qu'on appelle des spermatogonies. Elle se déroule en 3 phases. Une phase de multiplication cellulaire où le nombre de spermatogonies va augmenter fortement par mitose. Une phase d'accroissement où la spermatogonie va former des spermatocytes 1. Et une phase de maturation où les spermatocytes 1 vont se transformer en spermatocytes 2, puis en spermatides. C'est au cours de cette phase qu'aura lieu la méiose. La méiose est une succession de 2 divisions cellulaires qui permet d'obtenir chez l'homme 4 spermatides à partir d'un spermatocyte 1. La première division de méiose est dite réductionnelle et elle est caractérisée par une séparation des chromosomes homologues. Elle permet d'obtenir des spermatocytes 2 possédant chacun 23 chromosomes doubles. Lors de la première division de méiose, pour chaque paire de chromosomes, un chromosome va être dirigé vers une des futures cellules filles, l'autre chromosome va être dirigé vers l'autre future cellule fille. Cette répartition est complètement aléatoire et constitue ce que l'on appelle le brassage interchromosomique. Au cours de cette première division de méiose, les chromosomes homologues peuvent également échanger entre eux des portions d'ADN, ce qui peut entraîner des échanges d'allèles. Ceci constitue le brassage intrachromosomique. Les brassages inter- et intrachromosomiques assurent une énorme diversité de production de gamètes pour un seul individu. Petit b, la spermiogénèse. C'est une phase de différenciation. La cellule va subir un certain nombre de modifications cytologiques qui vont lui permettre de devenir un spermatozoïde fonctionnel. Au cours de cette phase, le nombre de chromosomes ne va pas varier. Au cours de cette phase, le cytoplasme va quasiment être entièrement éliminé. L'ADN contenu dans le noyau va être extrêmement condensé. Les mitochondries vont se positionner au sein de la pièce intermédiaire pour fournir de l'énergie nécessaire au battement du flagelle. L'appareil de Golgi va fusionner et ces différentes vésicules vont former ainsi l'acrosome. L'acrosome sera utilisé lors de la fécondation. Le flagelle est lui utilisé pour la locomotion. Petit 2, ovogénèse et folliculogénèse. Chez la femme, la formation des gamètes s'effectue au sein d'une structure particulière qui évolue et se transforme en même temps que l'ovocyte, le follicule. Petit a, l'ovogénèse. L'ovogénèse est l'ensemble des étapes qui permettent la formation d'un ovule à partir d'ovogonies. L'ovogénèse comporte plusieurs différences avec la spermatogénèse. Elle débute pendant la vie embryonnaire et va cesser à la ménopause. Elle n'est pas continue et suit un cycle. Elle ne présente pas de phase de maturation et pour une ovogonie, il sera produit un seul ovocyte. Il est à noter qu'un seul ovocyte est produit au cours de chaque cycle.
L'ovogénèse débute pendant la vie embryonnaire par une intense multiplication d'ovogonies. Cette multiplication s'arrête lors de la vie fœtale lorsqu'un stock de 6 millions d'ovogonies est constitué, ceci aux environs du 4e mois de grossesse. La grande majorité de ces ovogonies vont dégénérer par atrésie, on dit par suicide cellulaire. Ceux qui ne dégénèrent pas subissent une phase d'accroissement pour devenir des ovocytes 1. Donc, ces cellules ont amorcé leur première division de méiose, qui est la division réductionnelle, et l'ont stoppée juste avant la division. Lors de la naissance, on compte entre 200 000 et 400 000 ovocytes 1. À partir de la puberté et à chaque cycle, un ovocyte va reprendre sa division de méiose 6 heures avant l'ovulation. Lorsque la division s'effectue, on n'obtient qu'une seule cellule fille et il y a émission d'un globule polaire. Le globule polaire contient 23 chromosomes doubles qui vont ainsi être éliminés de la cellule. On forme alors un ovocyte 2. Celui-ci est bloqué en deuxième division de méiose. Il ne termine pas sa méiose, il ne la termine qu'au moment de la fécondation. Lors de la fécondation, l'ovocyte va se transformer en ovule et émettre le deuxième globule polaire. L'émission de globules polaires lors de la formation d'un ovule permet au futur embryon de conserver un maximum de réserve. Petit b, la folliculogénèse. La folliculogénèse correspond au développement des follicules au sein du cortex ovarien. À la naissance, chaque ovocyte est entouré de cellules aplaties. Ceux-ci forment les follicules primordiaux. À la puberté, au début de chaque cycle, une dizaine de follicules primordiaux vont entamer leur développement, mais un seul terminera la folliculogénèse pour former un follicule mûr qui ovulera. Dans un premier temps, les cellules folliculaires deviennent cubiques pour former un follicule primaire. Ensuite, les cellules vont se multiplier et former une couche granuleuse qu'on appellera la granulosa. Elle sera séparée de l'ovocyte par des glycoprotéines, ce qui formera la zone pellucide. En périphérie, on trouve une thèque. À ce stade, on parle de follicule secondaire. La thèque se différencie ensuite en thèque interne et en thèque externe. La thèque externe joue un rôle de protection, la thèque interne produira des hormones. La granulosa se perce alors de lacunes. On parle de follicule tertiaire. Les différentes cavités vont ensuite fusionner pour n'en former qu'une seule. L'antrome, au sein duquel on va trouver le cumulus oophorus qui y fait saillie. Le cumulus oophorus comprend l'ovocyte entouré de la corona radiata. À ce stade, on parle de follicule mature ou follicule de De Graaf. Après l'ovulation, il y a transformation du follicule de De Graaf en corps jaune. Ce dernier produit les œstrogènes et la progestérone. Grand 3, fécondation et nidation. Petit 1, trajet des gamètes. Après avoir été ovulé, l'ovocyte est libéré dans le pavillon, puis il va se diriger vers l'ampoule des trompes de Fallope. Sa durée de vie est d'environ une journée. Après avoir été synthétisés dans les tubes séminifères, les spermatozoïdes sont entraînés vers l'épididyme où ils vont acquérir leur mobilité sous l'action de la testostérone. Ils sont ensuite amenés vers le canal déférent puis vers l'urètre. Les spermatozoïdes sont déposés le vagin lors d'une relation sexuelle. Là, les spermatozoïdes remontent vers l'utérus où ils doivent lutter contre l'écoulement naturel du sperme. Ils doivent également survivre à l'acidité naturelle du vagin. Les survivants vont alors devoir passer le col de l'utérus. Pour traverser celui-ci, les spermatozoïdes doivent passer au travers de la glaire cervicale qui a pour fonction de bloquer les spermatozoïdes anormaux. On considère que seul 1% des 300 millions de spermatozoïdes qui ont été déposés lors de l'éjaculation vont pouvoir accéder à l'utérus. Au sein de l'utérus, une grande partie des spermatozoïdes vont être éliminés par les macrophages.
De plus, la moitié des survivants va se diriger vers la trompe où il n'y aura pas d'ovocytes. Au final, seulement quelques centaines de survivants arrivent au niveau de l'ampoule. Petit 2, la fécondation. La fécondation a lieu dans une des deux trompes au niveau de l'ampoule. Elle se fait en plusieurs étapes. Étape 1, fixation des spermatozoïdes à la zone pellucide. Étape 2, la réaction acrosomiale. Les spermatozoïdes libèrent des enzymes contenues dans l'acrosome qui vont dégrader la zone pellucide qui entoure le gamète femelle. Étape 3, fusion des membranes plasmiques. Dès que le spermatozoïde pénètre à l'intérieur du gamète femelle, il entraîne un réveil physiologique de l'ovocyte 2. Celui-ci va terminer sa deuxième division de méiose pour devenir un ovule et il va alors émettre un deuxième globule polaire. Quatrième étape. Pénétration du noyau du spermatozoïde dans l'ovocyte. Il devient alors un pronucléus mâle. Le noyau de l'ovocyte qui est devenu un ovule devient un pronucléus femelle. Cinquième étape, la karyogamie. Il y a fusion des deux pronucléus, mâle et femelle, ce qui entraîne la formation d'une cellule œuf possédant 46 chromosomes. 23 proviennent du père, 23 proviennent de la mère. Petit 3, l'anidation. Dès la fin de la karyogamie, l'œuf se divise et se déplace vers l'utérus. Au 6e jour, l'embryon se présente sous la forme d'un blastocyste. Il va alors se fixer au niveau de l'endomètre. Certaines cellules du blastocyste vont fusionner pour former une structure qu'on appelle le syncytiotrophoblast. Ce syncytiotrophoblast va s'insinuer entre les cellules de l'endomètre pour former le placenta.